Bonjour à tous, je vous propose une première vidéo par rapport au cours de géographie, là où on a été resté la fois dernière. Cette vidéo va permettre de progresser dans le chapitre. Alors vous allez voir, je vous explique très rapidement, ce ne sera pas un chapitre très long. C'était déjà prévu qu'il ne soit pas très long. Aujourd'hui, on va corriger la première activité que vous avez fait en classe. Je vais vous donner une deuxième activité. Alors, je sais très bien que j'ai les cahiers de certains d'entre vous. Ça m'ennuie, j'ai 3 cahiers. Pour ceux dont j'ai les cahiers, le problème c'est que je ne peux pas vraiment vous les ramener. Vous ne pouvez pas vraiment les récupérer au lycée vu le confinement. Ce que je vous demande de faire, c'est de prendre des feuilles pour l'instant, et puis vous collerez les feuilles dans le cahier lorsqu'on redémarrera. Donc, je vous renvoie de toute manière tout le cours version numérique. Je vous invite à le recopier, à vous imprégner un peu de ce cours. Je vous invite à prendre tranquillement la correction, à réfléchir, et puis à me poser des questions si jamais vous en avez. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire la correction donc, de la première partie du travail. Et puis, on va activer sur la deuxième partie, la deuxième séquence. Sachant que la semaine prochaine, donc je pense mardi 24 mars, vous pouvez déjà vous le noter, je vous donnerai un devoir maison. Ce devoir maison, je vous laisserai une dizaine de jours pour le faire. Donc ce sera soit à me ramener au retour, mais alors le retour, vu qu'on ne sait pas quand il sera exactement, il est plus probable que ce devoir maison, vous aurez à me l'envoyer via mail. Donc en cas de difficulté pour l'envoi, merci également de me le signifier. Bien, on va reprendre. Je rappelle rapidement l'introduction. Donc, on avait vu qu'un espace productif, c'est un espace dans lequel on va trouver des activités économiques, une production de biens ou de services. Les espaces productifs sont visibles à différentes échelles. Ça peut être des régions. Bon, la Bretagne, une région très agricole par exemple. Des bassins de production, c'est-à-dire des zones dans lesquelles se concentre une certaine activité. Par exemple, l'industrie aéronautique et spatiale dans l'agglomération de Toulouse. Ce que nous reverrons par après, sera l'objet du DM. Et enfin des sites, soit des usines, soit des technopoles. Un technopôle, c'est un ensemble qui associe donc usines, entreprises et centres de recherche universités. La diversification des espaces productifs signifie que les espaces productifs sont variés en termes de tâches. Vous avez certains espaces qui vont être chargés du financement, d'autres de la conception, d'autres de la production, d'autres encore de la vente. Mais aussi d'un point de vue géographique. On a des lieux de production et des lieux de vente qui sont bien souvent distincts. Enfin, en géographie, un acteur est une entité, une personne, un groupe de personnes, une institution qui agit sur un territoire. Les États, mais aussi les entreprises, sont ainsi des acteurs qui modifient les espaces productifs. Et donc on était arrivé à la problématique, quelles sont les dynamiques des espaces productifs dans un contexte de mondialisation. On avait noté par rapport à ça 3 définitions. Espace productif, donc un espace aménagé et mis en valeur dans le cadre d'une activité économique. On avait noté site, emplacement considéré par rapport à son activité. L'exemple c'est le site industriel. Et enfin, technopôle, parc d'activités tourné vers les hautes technologies en associant entreprises et centres de recherche. Vient ensuite le grand 1, donc la recomposition des espaces productifs, et le petit a, une organisation de la production à l'échelle mondiale. Et donc on va tout de suite partir sur la correction de l'activité, celle que vous m'avez rendue, donc tous ceux qui étaient là lors du cours à la rentrée. Cette activité elle ne sera pas notée, il n'y a pas de... c'est pas simple à noter déjà, et puis vu les réponses, et certains ont mis un peu de temps à se mettre au travail, on n'a pas assez pour noter. Ce qui sera noté en revanche, c'est le devoir maison qui arrivera d'ici une semaine. Alors, sur notre activité, on a un premier document qui nous parle de Nutella. Nutella de l'Italie au monde. Donc, on vous explique un peu l'histoire et la genèse du Nutella. Alors, la première question était simple. Retrouver dans le document 3 étapes de la croissance de l'entreprise. Croissance à l'échelle nationale,
croissance à l'échelle européenne, puis croissance à l'échelle mondiale. Alors on se rend compte que la croissance à l'échelle nationale, elle se fait au début des années 50, puisque en 1951, le Nutella est commercialisé dans toute l'Italie. Ensuite, la croissance européenne, elle se fait à la fin, dans la deuxième partie des années 50. 1956, première usine Nutella en Allemagne. 1959, première usine Nutella en France. Enfin, la conquête du monde pour Nutella se fait à l'orée des années 80 avec la première vente de Nutella aux États-Unis. Voilà pour la question 1. Donc, question 1, Nutella, croissance nationale, croissance européenne, croissance mondiale. Le document 2, il est question de Toyota. Et on vous explique un petit peu l'intérêt qu'a Toyota en Europe, les intérêts que Toyota a en Europe, et puis on vous parle de la production de Toyota dans le monde. Donc déjà, présenter le groupe Toyota. Donc première chose, Toyota, c'est un groupe automobile japonais. Et on peut dire également que c'est un grand groupe automobile, puisqu'on peut dire que chaque année, Toyota se situe au premier ou second rang des constructeurs automobiles dans le monde. L'importance de l'Europe. L'importance de l'Europe, on le voit à la fin du texte. On vous dit tout d'abord que 666 000 véhicules Toyota ont été produits en Europe, dans les usines européennes. Et on vous dit par après que 874 000 véhicules ont été vendus, ont été achetés sur le marché européen. Donc l'Europe pour Toyota, c'est à la fois des usines de production importantes et un marché avec de nombreux consommateurs. Ensuite vient le document 3 où il est question du Boeing 787. Donc on verra Airbus et Aerospace Valley dans le devoir maison. Donc la production du Boeing 787. Et on vous dit en quoi est-il possible de dire que le Boeing 787 est un produit made in world. Bon, la réponse elle est assez simple, hein. Je vous mets le diaporama en grand. Hop, si on regarde, produit made in world parce que les différents composants de l'avion sont réalisés dans une ribambelle de pays. Des pays placés sur 3 continents différents, puisqu'on va trouver des productions bien sûr aux États-Unis, le siège de Boeing d'ailleurs, États-Unis, Canada, des éléments en Asie, la Corée, le Japon, en Océanie, l'Australie, et puis les éléments que l'on va trouver en Europe, en Suède, en Italie, en France et au Royaume-Uni. Donc en cela, Boeing et le Boeing 787 en particulier est une production made in world. Ensuite la question 4, il est question de l'iPhone. Présenter la chaîne mondiale de production de l'iPhone, indiquer les lieux de conception de l'iPhone. Déjà, première chose qu'on peut dire, la conception, ça va être cet encart-là. On se rend compte très rapidement, et je vous le mets également en grand, on se rend compte rapidement que c'est à Cupertino, donc le siège social se trouve là-bas, c'est à Cupertino, donc aux États-Unis, que la conception est réalisée. Cette conception est ensuite sous-traitée dans différentes entreprises qu'on va trouver notamment en Allemagne. Donc en Allemagne, c'est pour les modules de communication, c'est écrit ici. En Corée du Sud, pour l'écran, les processeurs et la carte mémoire. Et au Japon, pour la batterie et pour l'écran. Donc ici, vous avez notamment Sony qui s'occupe de la batterie de l'iPhone. L'appareil photo, la Wi-Fi, la carte Wi-Fi, la mémoire flash sont réalisés aux États-Unis. L'antenne, tout ça c'est réalisé aux États-Unis. Donc, conception, c'est les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et l'Allemagne. Ensuite, pour la production, la fabrication, on vous dit que les composants proviennent en grande partie des États-Unis, d'Allemagne et de Corée du Sud. Et ces éléments sont assemblés donc à Foxconn qui est l'usine d'assemblage de l'iPhone, qui se trouve en Chine.
Donc l'assemblage, la production, hein, pour la question 2, les lieux de fabrication et l'assemblage, c'est principalement en Chine. Et enfin vient la commercialisation de l'iPhone. On voit qu'il est commercialisé principalement donc, dans les pays du Nord, Océanie, l'Europe, l'Amérique du Nord. Bon, quelques pays du Sud également. Bon, pays du Sud, mais c'est pays émergents, hein, la Chine par exemple. Japon, un pays du Nord aussi. Hein. Donc les pays émergents, les pays pôles de la triade, hein, Europe, Amérique du Nord, Japon, plus l'Australie. Donc dans les pays les plus développés, c'est là où l'iPhone est le plus vendu. Et donc là on vous parle également en rose clair des pays sans Apple Store où le très haut débit est disponible pour les iPhones. Et enfin il y a la question 5. Question 5 qui a posé problème à pas mal d'entre vous. Certains ne comprenaient pas en quoi les deux photographies montraient les extrémités de la chaîne de production du produit. Alors pourtant, si on regarde ici, hein, on va se trouver aux deux extrémités de la chaîne de production. Tout d'abord, vous avez, pour le Nutella, de nouveau, hein, vous avez la plantation de palmiers à huile à Bornéo. C'est l'huile de palme, hein, c'est dans la composition du Nutella un élément essentiel. Donc, vous avez la déforestation et la destruction de forêts en Afrique, en Indonésie, en Malaisie, pour l'huile de palme qui permettra ensuite de faire le Nutella. Puis à la fin, vous avez un bar à Nutella. Un bar à Nutella où là, c'est la fin en fait de la production, puisque c'est là où on va vendre le produit directement au consommateur. Il y a aussi une possibilité de mettre un magasin ici. Hein. Mais le bar à Nutella, on va donc vendre donc, du Nutella directement aux clients. Donc on est en Iran ici, hein. Preuve que la firme est présente à l'international. Hein. Vous voyez ici, on vous dit même que les dirigeants iraniens hein, souhaiteraient que le Nutella, les Nutella bars, deviennent des pains chauds chocolat chaud hein, en persan, qu'on renomme ces Nutella bars parce que on emploie ici une langue étrangère. Donc début de chaîne de production avec l'huile de palme et la fin de la chaîne de production avec un produit fini vendu au consommateur. Et donc venez enfin le bilan, hein, en utilisant les exemples expliqués dans un paragraphe pourquoi on peut dire maintenant que la plupart des produits sont made in world. Bah, c'est ce que je vais vous demander de faire déjà. Premier exercice que je vous demande pour la semaine prochaine. Faites un petit paragraphe. Alors ça, je vous propose de me l'envoyer. Ceux qui le souhaitent par MBN, envoyez-moi en fait un petit bilan. En quoi les produits présentés ici sont made in world. Pourquoi? Je vous demande de faire une dizaine de lignes dessus. Je ne dis pas que je vais le noter, mais je vous demande de le faire sérieusement. En quoi on a une production made in world quand on voit le Nutella, quand on voit l'iPhone, quand on voit Boeing, Toyota et de nouveau Nutella. Donc voilà ici hein, votre premier exercice pour la semaine. Rédiger un bilan. Et donc pour finir en synthèse, hein, vous pouvez aussi noter, donc si au 19e siècle les activités de production se situaient à proximité des ressources et des lieux de production, et les lieux de production plutôt proches des lieux de consommation, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On assiste avec la mondialisation à une division internationale du travail, DIT, et les espaces deviennent de plus en plus interdépendants. La production aujourd'hui est mondialisée et ça entraîne la multiplication des flux, hein, qu'ils soient matériels, les flux commerciaux, ou immatériels, hein, les flux financiers ou les flux internet, les investissements directs à l'étranger hein, pour les flux financiers, ce qu'on appelle les IDE. Et donc vous pouvez noter 3 définitions en dessous. La production. Production, c'est l'ensemble des étapes, des moyens et processus contribuant à l'élaboration d'un bien ou d'un service. La division internationale du travail, qui est la répartition des productions entre les différents pays à travers le monde. Et enfin, les IDE, qui sont les investissements directs à l'étranger. Et on passe ensuite au petit b, hein, une mise en concurrence des territoires. Et c'est là où je vais vous demander de travailler, de faire une activité. Alors hop, je vous la présente. L'activité 2. Les lieux privilégiés de la production.
Je vous demande tout d'abord de me nommer les différentes activités réalisées dans la ZIP de Rotterdam d'après le document. Donc vous lisez bien la légende, quelles sont les activités qu'on réalise dans la ZIP de Rotterdam. Ensuite, je vous demande de me présenter Sao Paulo, la localisation, la taille, les différents paysages que l'on peut y trouver, et puis les différentes fonctions économiques que l'on peut y trouver également. Et me dire quels sont les objectifs des entreprises lorsqu'elles installent leur siège social. Pourquoi les entreprises installent leur siège social à tel endroit et pas à tel autre. Et ensuite, je vous demande d'expliquer ce qu'est un pôle de compétitivité, d'après le document 4, et d'après le document 5, en vous appuyant sur le schéma, montrer en quoi Sophia Antipolis, ce qu'il y a ici, peut être qualifié de territoire de l'innovation. Donc je vous demande de faire ces 5 questions pour la semaine prochaine. Voilà, c'est volontairement relativement court, ça prend pas énormément de temps, j'imagine que ça va vous prendre, allez, si vous faites tout sérieusement en recopiant le cours et en répondant aux questions, ça va vous prendre 30 à 40 minutes. Je vous demande de le faire sérieusement, ça vous fera avancer donc, en vue des prochaines E3C, des prochaines épreuves. C'est pas un chapitre compliqué, ce chapitre on le poursuit la semaine prochaine, on le finit la semaine prochaine. Et en attendant, je vous demande de faire clairement et sérieusement ce travail. Donc ce travail qui va nous permettre d'avancer. La semaine prochaine, je vous donne une correction de cette activité 2, je vous donne une nouvelle activité, je vous parle du devoir maison que vous aurez à faire qui vous prendra un peu plus de temps. Et d'ici une dizaine de jours, quand on corrigera le devoir maison, on passera au chapitre suivant, un chapitre d'histoire. Sur ce, je vous souhaite donc bon courage en cette période. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout faites votre travail là en histoire-géographie. C'est pas long, c'est pas compliqué, c'est volontairement pas compliqué. Faites-le sérieusement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via MBN ou via l'espace commentaire sous la vidéo.